Moi, pour être franc, surtout au début, j'avais plus l'impression d'être dans un film porno un peu indé, comme ça, très spécial. Ah Surtout repensé par le jeu d'acteur, surtout. Le début, c'est-à-dire... Bah, tu sais... Quelle scène? Quelle scène? Bah, à partir du moment... Ouais, littéralement, dès que The Rock arrive, j'avais l'impression d'être dans un porno. Honnêtement... Ah oui, je vois quelle scène. Ouais. Et bon retour parmi nous sur Freakcast. On est dans la partie 2 de notre vidéo sur les dystopies. Oh, ça fait peur. Je suis à nouveau votre hôte, Arknea, et je suis accompagné à nouveau de Daisu. Oui. Je suis accompagné de Nokiday. Oui, je suis toujours là. Et je suis accompagné de la future star Pamancha. Oui, c'est moi. Dans la partie 1, si vous n'étiez pas là, on a parlé de Télépolis, on a tous bien aimé. Mais aujourd'hui, on va parler de Southland Tale. These are the sordid tales of how it all came crashing down. This is an epic Los Angeles crime saga. And you're researching your role? Yes, it takes place in the near future. Scientists are saying the future is going to be far more futuristic than they originally predicted. You're gonna have to wear a bulletproof vest. Est-ce que quelqu'un pourrait faire le résumé? Non. Non. Ce film est un... Je ne vais pas avoir de résumé. Du coup, puisque c'est Dessou qui a proposé le film, c'est lui qui va nous faire le fantastique résumé Wikipédia, donc vas-y. Alors, c'est pas moi qui ai proposé le film, déjà. Si, c'était toi. Oui, si. On l'a vu. On a été voir une liste de dystopies sur Wikipédia, on a vu ce Flantes, s'est dit « Oh, ce Flantes, moi j'aime bien ». Et on n'était pas d'accord. Et on était genre « Oui, ok, oui, bah oui, voilà, Nokizai et Arknea étaient pas d'accord, du coup ils s'en fait genre « Ouais, vas-y, comme ça, on parle et il y a du débat ». C'est pas parce que je dis que j'aimais bien que je peux le résumer, c'est pas si ça. Attends, pour À partir du moment où tu aimes un film, il y aura des débats. Pour le contexte, je sais pas depuis combien de temps Daisu et Pamancha m'emmerdent pour qu'on parle de ce film. Alors, vu que l'occasion s'est présentée, j'ai décidé d'accepter pour une fois comme ça. Ça sort de mon organisme, on en a parlé, on n'en reparlera plus jamais. Voilà. Je suis sûr qu'on en reparlera un jour. Allez, let's go, le résumé. Allez, le résumé, attention. Hein. Alors, c'est les États-Unis. Dans le futur, en 2008. Lis juste le résumé. Ok, je lis le résumé. Mais même le résumé est mauvais, en fait. Je lis. Mais on va développer après ça. Face à la pénurie de carburant, une grande société américaine élabore un générateur d'énergie inépuisable à partir d'une technologie allemande qui canalise les flux de l'océan. Cette technologie altère inexorablement les mouvements de rotation de la Terre, provoquant une faille dans le continuum espace-temps qui perturbe les comportements humains. Un acteur amnésique, une ex-vedette du porno, 2 frères jumeaux, un sénateur et son équipe sont notamment emportés dans une lutte entre le pouvoir politico-militaire et des groupuscules néo-marxistes de Venice Beach. Donc c'était le résumé. Merci Wikipédia. C'est très bien parce que on n'avait aucun résumé qui permettait d'expliquer le film de manière claire et concise. Surtout que ça peut aussi bien représenter tout le bordel scénaristique qu'il y a. Mais vas-y, continue. Ah, du coup, là, le résumé, il est fini. Résumé est fini. Bon, moi, je vais dire juste un truc d'abord pour le contexte. Donc, on l'avait vu sur une liste et j'avais dit « Ah ouais, celui-là, je l'aimais bien ». Bon, en vrai, je l'avais vu la dernière fois, il y a genre une dizaine d'années. J'en avais un bon souvenir et je l'ai revu entre-temps et je me pose des questions, tu vois. Parce que je me dis, en vrai... mais enfin... Je le déteste pas, j'aime bien l'ambiance, mais il y a des trucs vraiment ratés dedans quand même aussi. C'est un peu en demi-teinte, quoi. Mais pourquoi, voilà, dans ce podcast, on doit toujours se taper des films qui sont bizarres? On peut pas regarder des trucs simples. Mais c'est un peu une anomalie, en fait. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est parce qu'il est un peu... il sort un peu nulle part. Il est différent de tout le monde. Et il est un peu... ultra ambitieux et complètement raté, ce qui le rend un peu sympathique, un peu rigolo, tu vois. Voilà. Arknea, est-ce que tu peux défoncer son argumentaire? J'attends. Alors, si je devais résumer brièvement mon avis sur le film, horrible, oui. Horrible, juste
horrible. Sûrement l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Ça a été. Abominable. Non, vraiment abominable. Je l'ai revu pour l'occasion. Ça a été vraiment les 2 heures. Oui, parce que le film dure 2 heures. Les 2 heures les plus horribles de ma vie. Non, je t'arrête. Tu fais de la fake news. Il dure 2h20. Oui, mon Dieu, 2h20. Non, c'était horrible. Et encore, nous, on a repêché la cut qui avait été montrée à Cannes à l'époque. On l'a remonté des tréfonds de l'enfer. Et cette version-là, elle dure genre 2h40. Donc, je me dis, mon Dieu, il y a une director's cut. Mon Dieu. Oui, bien sûr. Oui. Elle est meilleure, d'ailleurs. Elle est meilleure. Elle est mieux. Meilleure que. Elle est très ratée Oui, aussi. Meilleure que horrible et pitoyable, c'est quoi? C'est. Meilleur que horrible et pitoyable, c'est quoi? C'est juste mauvais? Mais je pense que le débat va s'axer là-dessus, quoi. Est-ce que c'est un film vraiment horrible ou c'est un film juste très raté mais un peu sympathique, tu vois? Moi, je peux essayer de tenter de résumer en fait le film. Vas-y. En fait, imaginez-vous un scénario de Hideo Kojima réalisé par Michael Bay. Ouais, c'est un peu ça. Mais attends, mais Noki dit ça, mais en fait, moi, je trouve qu'on n'est pas loin de Uwe Boll. Franchement, pour moi, c'est du Uwe Boll, mais filmé de façon un peu plus jolie, c'est tout. Franchement, je trouve que ça fait partie des tréfonds du cinéma. Quand même ça. Ok. On va se Pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, je déteste ce film. Je déteste. Je pense qu'ils ont compris. Ce qu'on a pigé, c'est bon. Non, ok, mais c'est bon. On va recentrer le débat. D'accord. On va calmer les ardeurs pendant une seconde. Ouh là là. Tu dis que ça ressemble à du Uwe Boll en plus joli. Je pense que je vois ce que tu veux dire dans le sens où je comprends qu'il y a une espèce d'esprit dense qui n'a pas vraiment de sens et qui part un peu dans toutes les directions. Ce que je dis, c'est que je pense que Uwe Boll n'a pas cette ambition-là. Uwe Boll n'a pas la même ambition. Ça, je le sais parce que Uwe Boll n'a jamais pensé une saga de manière à avoir un film qui est la suite d'une série de comics. Parce qu'il y a des comics Southland Tales, apparemment. Enfin, apparemment, en fait, pas apparemment parce que je les ai lus, donc je sais qu'ils existent. Oui, tu peux être certain. Oui. Et j'ai lu les comics Southland Tales. Et je sais que, parce qu'on en a parlé brièvement avant, et je sais que Arknea me trouve un espèce de grand malade d'avoir eu le courage de faire autant de devoirs, mais en plus de voir la Cannes Cut, on a vu. Enfin, moi, j'ai lu les comics. En gros, l'histoire complète se fait en 6 chapitres, et le film, c'est les chapitres 4, 5, 6. Et les chapitres 1, 2, 3, ils sont en comics. Alors, est-ce que les comics expliquent ce qui se passe dans le film? Il y a des choses qu'ils expliquent, effectivement. Ils ouvrent des questions en plus qui, en vrai, sont un peu connes et n'apportent pas grand-chose. Mais ça donne assez clairement des pistes de réflexion sur ce qui se passe dans le film pour un peu situer ce qui est en train d'arriver. Donc, voilà. Après... Parce que la lecture des comics me montre, c'est qu'effectivement, il était trop ambitieux. Il était trop ambitieux et ça ne pouvait que foirer complètement. Mais, ouais, je sais pas, avoir autant d'ambition, je me dis, c'est louable. Attends, juste un truc, parce qu'on l'a pas dit. Quand tu dis « il », tu parles de Richard Kelly, donc le réalisateur, oui, c'est vrai. Qui est le réalisateur de Donnie Darko, qui a fait donc Donnie Darko, Southland Tales et The Box, qui est encore pire, mais... The Box, oui, il essaye de toucher un public plus mainstream et ça ne marche pas. Ouais. Mais donc voilà, c'est un réalisateur qui a quand même eu un assez gros succès sur Donnie Darko, même si c'était a posteriori. Il a eu un tel succès que le studio lui a quasiment donné carte blanche sur Southland Tales, en fait. Donc c'est vraiment lui qui a fait ce qu'il voulait. C'est 100% ce qu'il y a dans sa petite tête. Oui, surtout qu'en plus, pour donner un peu de narrativisation à sa carrière, imagine, t'es genre le gars qui réalise Donnie Darko. Je pense qu'il avait genre dans la vingtaine, il était très très jeune. Le film flop totalement à la distribution, il fait des retours astronomiquement bas et il n'a la reconnaissance que par après dans les circuits du DVD. Du coup, voilà, quelque part je me dis, j'ai l'impression que le gars, il s'est dit, ok, on me donne une chance avec Southland Tales, peut-être que ça va être la dernière fois. Ouais, donc il se fait genre, je vais faire le plus possible, je vais faire un espèce de truc le plus grand film de tous les temps.
je vais faire un truc gargantuesque, il va y avoir des comics, il va y avoir des machins, il va y avoir des bidules, et ça va critiquer les médias américains, ça va faire machin, ça va faire ceci. Donc, je me dis, ok, il y a une passion derrière. Mais c'est pour ça que je faisais la grosse comparaison avec Hideo Kojima. Bon, pour les joueurs de jeux vidéo, ils connaissent tous justement ce créateur de jeux vidéo. Il a fait les Metal Gear Solid, et tous ceux qui ont déjà joué à un Metal Gear Solid vont comprendre ce que je dis. C'est que le mec, il s'est créé déjà tout un univers ultra complexe avec des enjeux qui sont à la fois très diversifiés. Et en fait, oui, ça part très très vite en vrille. C'est un peu une sorte de science-fiction mêlée à de l'univers d'anticipation, à des petits codes d'agents secrets. Donc il y a du thriller, il y a des scènes d'action, et puis il y a aussi on reprend parfois ce qui caractérise le réalisateur, donc ce côté à créer des personnages un peu atypiques, tu vois. Donc, en fait, c'est un film qui a beaucoup de personnalité et trop complexe. Beaucoup trop complexe. En fait, pas une seule fois, par moments, j'accrochais dans le sens où j'étais dans le film, mais beaucoup de fois, j'ai décroché parce que j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Il y a plein de moments où je ne suivais plus le réalisateur, et j'ai même l'impression qu'il savait plus trop où il devait aller. Pour moi, le gros problème du film, déjà, se passe dans les dialogues. Je veux dire, la majorité du temps, les dialogues ne veulent rien dire. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment incompréhensible au niveau des dialogues. Qu'est-ce qu'ils racontent? Et surtout, même quand ils essayent de raconter quelque chose, c'est dit de façon tellement... c'est nul, je suis désolé, j'ai pas d'autres mots pour dire. C'est, tu vois, ils balancent des idées comme ça, mais c'est pour raconter avec la subtilité d'un gamin de 14 ans, tu vois, c'est terrible. Et puis, entre ça, tu sais, entre les dialogues qui veulent rien dire, les moments où il essaie d'être profond, mais il n'y arrive pas, tu sais, t'as des répliques, mais complètement random, du genre je suis contre la violence, c'est pour ça que je refuse la sodomie. Ou si tu refuses de te faire sucer, je vais me suicider. Enfin, tu vois, c'est en permanence comme ça. Et je pose toujours des questions sur qu'est-ce qui se passe, putain. Ok, mais ok. Bon, je pense qu'on va devoir rentrer dans les détails. Oui. On va devoir un peu rentrer. Par où on commence pour rentrer? On peut commencer par le début déjà. Et surtout, comment en sortir? Oui. Ok. Mais je tiens à dire, au début, il y a le petit résumé de ce qui s'est passé au niveau de la Troisième Guerre mondiale qui vient de se dérouler, le pays qui manque de pétrole, les républicains qui ont pris le pouvoir aux États-Unis. Enfin bon, voilà, t'as tout ça. Mais c'est fait exactement sous la même forme que Starship Trooper. Ouais, mais les mêmes, tout à fait, le même visuel, la même qualité visuelle, ouais. Ouais, enfin, la même qualité visuelle, ça je sais pas, mais enfin ça a le même dispositif d'image de médias. À savoir que du coup sur la version canoise c'est beaucoup plus court cette partie-là, parce que vu qu'il a dû retirer plein de trucs dans la version la version cinéma, il a dû rajouter plein d'expositions à la fin pour introduire un peu tout le. Ah non, au début. Tout ce qu'il récupère. Au début, c'est vrai parce que justement, je me disais au début, tu vois, t'as le résumé sur la Seconde Guerre mondiale, mais qui est fait avec des images d'archives, des dessins, et du coup, j'étais en mode, quand t'as pas les moyens de faire un film de guerre, bon voilà, tu peux trouver des solutions comme ça, tu sais, tu prends des images d'archives, tu fais une petite BD animée, et voilà, c'est bon, ça fait le taf. Oui, mais c'est parce que le film n'aborde pas spécialement la guerre, bon, bref. Vas-y, je vais sortir tes notes. Sortir mes notes, c'est ça. Je vais sortir mes notes, je vais introduire la démarche derrière. Okay. Alors, d'accord. Pendant ce temps, en vrai, le gros problème, encore une fois, le gros problème du film, c'est l'ambition et le manque de budget, peut-être, mais je sais pas. En tout cas, oui, c'est vrai que les dialogues étaient pas ouf. Il a coûté 18 millions. Ouais, c'est rien. Pas énorme, mais ce qui est quand même respectable pour un film américain. C'est pas un tout petit budget non plus, quoi. Non, c'est pas un petit budget, mais c'est que dalle en fait. La démarche. La démarche. Donc la grosse idée derrière Southland Tales, c'est en fait c'est une relecture biblique. C'est une relecture
du livre de l'Apocalypse qui se passerait dans un Los Angeles uchronique. Donc un Los Angeles qui est au bord de la destruction, avec comme point d'inflexion du cours de l'histoire une attaque terroriste nucléaire au Texas. Du coup, comme conséquence de ça, la droite américaine, le parti républicain, qui vient faire genre « Ok, il faut déclarer la guerre à tous ces pays, avoir un espèce d'état militaire sécurisé à l'extrême en Amérique. » Et donc l'opposition de gauche, ils ne peuvent rien faire, ils se laissent... marcher dessus, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc, comme conséquence de cette politique sécuritaire de droite, un organisme gouvernemental qui s'appelle USAIDENS qui est créé, qui est en gros un espèce de système de surveillance orwellien, où tout le monde est surveillé avec des caméras. L'internet est complètement gridlocké comme en Chine. Donc voilà. Donc ça c'est le truc. Là, juste pour le recontextualiser, du coup, c'est sorti en 2006, donc pendant la guerre en Irak, après 2001, pendant les années Bush, donc c'est sorti vraiment à cette époque-là. Ouais. Donc c'est vraiment une dystopie qui se base sur le contexte hyper spécifique de l'Amérique sous Bush. Ouais, donc on peut dire que c'était principalement une critique de la politique de Bush. C'est ça. Après, on peut le faire, et aussi bien le faire, parce que là, le problème, c'est que du coup, il est aussi parti dans un autre délire. En fait, c'est ça le gros problème avec le film, c'est qu'il part dans plusieurs délires à la fois. La fois, il amène quelque chose de ultra profond et de ultra sacré, donc la référence à la Bible et donc à l'événement de l'Apocalypse. Ouais. Il veut parler de la critique politique de droite principalement, donc il critique un peu les droites, à la fois il critique un peu aussi les gauches, parce que voilà, les gauches font un peu neuneux aussi. Et puis après il y a cette dimension science-fiction qu'il essaie d'aborder, et que pas une seule fois tu comprends les mécanismes, parce que déjà on n'est pas tous astrophysiciens, et à la fois il n'y a aucune explication, tu vois, donc... Ok, mais du coup, pour donner le contexte à nos auditeurs encore plus, donc là j'ai posé le décor de l'action. Alors, le truc, c'est que l'action principale qui se passe est basée sur le personnage du Rock, Dwayne The Rock Johnson, qui est présent. Je suppose il considère ça comme l'un de ses premiers rôles sérieux hipster. Il n'est pas spécialement bon dans le film, mais... Je dirais qu'il est très mauvais. C'est ce qu'il dit, ou c'est ce que les gens pensent? Il n'a pas fait grand-chose avant, en vrai. Il avait fait Le Roi Scorpion, et le Roi Scorpion, 3 trucs, quoi. Et c'est un de ses premiers gros rôles, ouais. Mais donc, The Rock joue le rôle de boxeur Santaros, un acteur de film d'action qui est marié à la fille du sénateur républicain qui va sans doute devenir vice-président des États-Unis. Et The Rock est amnésique et il est manipulé par une organisation néo-marxiste qui représente la dernière menace au Parti républicain en Californie. C'est l'idée. Et alors, le dernier truc, c'est toute la situation est manipulée par un mania de l'énergie alternative, puisque du coup, la Troisième Guerre mondiale donc, empêche l'Amérique d'avoir accès au pétrole de l'Irak, etc. De l'Irak et de la Syrie et du Moyen-Orient, c'est ça. Et du coup, il a fallu remplacer le pétrole par une nouvelle énergie alternative. Et c'est le baron von Westphalen qui arrive d'Allemagne pour sauver la situation et créer une espèce de champ d'énergie inépuisable, enfin un générateur comme ça. Et en gros, c'est lui qui manipule tous les événements du film. Et puis, encore une fois, je pense que pour que les spectateurs puissent comprendre le film, allez voir le film, ou allez voir les 5 premières minutes du film, parce que, oui, en fait, c'est aussi complexe que ça, quoi. Donc, il se passe dès le début plein de choses, quoi. Oui, là, ce que j'ai dit, c'est la version simplifiée de l'histoire. C'est les 10 premières minutes, quoi, en vrai. Mais c'est pas dit que c'est le baron qui manipule tout. Ça, oui, c'est plus divers. De toute façon, rien que le début, tu le savais un peu, tu vois. Donc, oui. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans
Du coup, j'arrive pour parler d'une scène hyper spécifique, mais c'est pour un peu illustrer la différence entre la version cinéma et la Can Cut. Je suppose vous vous souvenez tous de la scène entre le baron et le premier ministre japonais. Ouais. En fait, cette scène-là, c'est la première scène du baron dans la Can Cut. Et elle arrive vraiment au début. Enfin, c'était absolument pas censé être une scène random qui vient de nulle part. C'est l'introduction du personnage. Ouais. Oh mon Dieu. C'est pour vous dire que la Can Cut, c'est quand même assez différente. Finalement. Un peu meilleure, j'imagine, oui. Elle est plus longue aussi, donc après, je suppose que Arknea ne va pas approuver. Mais. Cela dit, elle récupère pas tous les problèmes. Hein. Ça reste un gros bordel quand même. Mais bon. Oui, c'est un peu plus digeste et plus simple à suivre, je trouve. Ouais. Voilà. Et alors, pour finir mes notes. Parce que j'ai dit que c'est une relecture du livre de l'Apocalypse, mais le truc c'est que c'est une relecture particulièrement littérale, où en gros le baron est l'antéchrist. C'est littéralement l'antéchrist. Ah d'accord, ok. Et pendant tout le film, on pense que The Rock est le Messie, mais à la fin, en fait, il y a un twist. Oui. On va pas trop aborder non plus l'aspect histoire, parce que je pense qu'il vaut mieux le laisser découvrir aux personnes. Mais en gros, dans l'histoire, vraiment, si on devait résumer à 3 mots... Pourquoi tu voudrais résumer à 3 mots? Parce que c'est marrant. Est-ce que c'est résumable à 3 mots? Non, c'est pas du tout résumable en 3 mots, tu vois. Mais en vrai, encore une fois, sur l'aspect technique, l'aspect narration, il y a beaucoup de choses à dire, parce que je pense que ça peut être un très bon exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut être ambitieux, tu vois. Donc, encore une fois, trop de personnages, trop d'enjeux, c'est le plus gros problème, parce que là, on a parlé, par exemple, de l'enjeu de la représentation de l'Apocalypse par la Bible, tu vois. Donc, il y a déjà l'enjeu de la lutte contre l'Apocalypse. Il y a l'enjeu du personnage principal qui est amnésique, qui essaie de retrouver ses souvenirs. Et à la fois, on a aussi les enjeux de tous les personnages. Il y en a bien une dizaine, tu vois. Et parfois, j'étais même perdu. Je me suis dit, mais ah merde, à quel groupe appartient ce personnage, tu vois. Et on se perd complètement dans les groupes qui sont en conflit. En fait, il aurait mérité d'être, à mon avis, une série de bandes dessinées assez longue, pour pouvoir tout bien développer et détailler. Là, en film, c'est juste indigeste. Ouais, je vais peut-être te choquer, mais je pense que le film est meilleur que la bande dessinée. Parce que la bande dessinée... merde. Je n'ose même pas imaginer la bande dessinée, du coup. Mais c'est même pas forcément que la bande dessinée est mauvaise, c'est juste c'est très vide, en fait. Parce qu'un truc que moi j'aime bien dans le film, c'est justement toute l'ambiance de Los Angeles, toute cette espèce d'univers très très chelou, cette espèce d'ambiance de Venice Beach, où t'as tous ces gens chelous qui se trimballent et qui disent des trucs bizarres, c'est genre t'as une scène où t'as The Rock qui rentre dans une librairie comme ça, et il va voir un groupe de personnages qui vont lui parler au bout du truc, mais genre sur tout le plan où il rentre dans la librairie, c'est genre t'as déjà des gens chelous qui lisent dans la librairie, tu vois. Oui, il y a une vibe un peu comme s'ils étaient tout le temps dans un clip vidéo, un peu très superficiel comme ça. Ouais, c'est ça. Ça, je sais pas à quel point c'est véritable à Los Angeles, parce que j'y ai jamais été. C'est probablement un peu surexagéré, mais il y a un petit côté comme ça, c'est la ville du spectacle, tu vois. À mon avis, c'est quand même véritable. Hein. Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais ouais. Moi, pour être franc, surtout au début, j'avais plus l'impression d'être dans un film porno un peu indé, comme ça, très spécial. Surtout repensé par le jeu d'acteur, surtout. Le début, c'est-à-dire... Bah, tu sais. Quelle scène? Quelle scène? Bah, à partir du moment. Ouais, littéralement, dès que The Rock arrive, j'avais l'impression d'être dans un porno. Honnêtement. Ah oui, je vois quelle scène. Ouais. Oui, c'est genre The Rock qui rentre avec son Marcel blanc comme ça. Genre, est-ce que tu m'as menti? Mais la fille, en plus, qui est littéralement une actrice porno, donc, en plus, ouais. Donc ça n'arrange rien. Oui, c'est vrai, mais après, enfin, c'est...
Est-ce que c'est quoi le problème avec ça? Est-ce que tu trouves que c'est de mauvais goût et du coup ça ne devrait pas être dans un film ou c'est quoi? Non, c'est pas parce que je pense pas que ce soit. Il y a tout un truc sur la pornographie aussi. Oui, mais je pense pas que ce soit volontaire. C'est juste que j'ai cette impression d'être dans un film porno parce que le scénario ne fait aucun sens et que les dialogues sont mal écrits. Oui, d'accord, mais même si c'était fait exprès, c'est quoi le truc? Bah, le souci, c'est que bon, si c'est un film qui essaye de théoriser un petit peu sur ce qu'est l'individu ou de dire un truc important sur les États-Unis, la Bible ou la fin du monde, la première chose que je devrais me dire en regardant ce film, c'est pas « Oh, on dirait un film porno, tiens ». Tu vois, c'est... Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que... Enfin, je suis sérieux parce que quelque part, quand tu regardes la pop culture américaine des années 2000, c'est Britney Spears, c'est Christina Aguilera, c'est des clips qui ont un aspect un peu. Mais si ça disait un truc intéressant, je dis pas. Exploitation comme ça. Si ça disait un vrai truc sur. Non, mais justement, parce que tu me dis, genre, oui, mais non, ça se raconte rien. Ok, mais ça c'est un autre problème. Mais tu me dis, genre, un film qui dit. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Oui, si tu dis un film qui va te parler de la notion de l'individu et de l'Amérique et de l'apocalypse et de trucs bibliques et de machin, tout ça, c'est des trucs importants. Toi, tu me dis, il ne faut pas que ça ressemble à un film porno. En tout cas, pas dans ce il a pas tort, comme ça. Parce que là, c'est juste que là, le truc, c'est que le contexte culturel de cette époque, ça a cet aspect-là aussi, et c'est aussi de ça dont il veut parler. Est-ce qu'on est bien sûr que c'est ça qu'il veut transmettre à travers les expressions bizarres de The Rock qu'il lui fait faire, les dialogues bizarres, le fait qu'il veut écrire un scénario qui enfin, on est d'accord que bon, son scénario est très spécial. Quand il le présente aux gens, il y a sa copine qui est à fond dedans, tu vois. Enfin, ce qu'il y a, c'est que ça donne... Je trouve que ça donne au film un côté très superficiel, mais si encore, tu vois, le film jouait sur ça, mais non, j'ai l'impression que c'est plus un accident qu'autre chose, tu vois, donc... Ben, je sais pas, je pense qu'il joue quand même un peu, parce que j'aime bien encore la scène où il explique que... Voilà, le personnage principal de Rock est dans l'histoire un acteur de film, donc il présente son prochain film. Et en fait, j'aime bien cette scène parce que tu as un mec qui est baraqué, qui est de Rock, tu vois, qui est pas du tout dans la subtilité. Et en fait, le fait de l'entendre t'expliquer des notions ultra scientifiques, philosophiques et tout ça, ben, moi je trouvais ça encore drôle, tu vois. Et je pense que c'est quand même un peu voulu. Le choix d'acteur n'est pas fait de manière aléatoire. Parce qu'il y a vraiment un aspect de jeu entre, oui, voilà, la pop culture et les trucs profonds que lui, il aime bien. Bah, je pense qu'en plus, ce Rock, ils l'ont sélectionné parce qu'en fait, c'était ses débuts. Bon, déjà qu'il ne devait pas coûter si cher que ça. Et que il jouait pas si bien que ça à l'époque, et c'est pas tellement de sa faute, mais on lui demande de faire des trucs, je pense, qui pousse encore plus le fait qu'il ne savait pas si bien jouer que ça. Je veux dire, moi, le premier truc que je pense, c'est le truc qu'il fait avec ses doigts pendant tout le long du film. Bon, là, ça renforce encore plus le fait que... Ça on était d'accord qu'il joue pas bien. Je pense que dans les moments où il joue l'anxiété, le mec mal à l'aise, oui, là, il est pas bon. Par contre, je suis désolé, mais quand il joue l'acteur, quand il fait genre le mec bien baraqué, bien qui est confiant, cool et tout ça... Mais c'est pas du jeu d'acteur, c'est ce qu'il est, c'est The Rock, il est en permanence baraqué et confiant de lui. Oui, mais du coup, ça va. Du coup, ça passe. Ouais, mais voilà, comme agent, tu vois, il passerait bien, tu vois, parce que quand il prend son air sérieux et tout, ouais, ça va, tu vois. Mais le problème, c'est que il ne joue pas assez sur son physique par rapport à... Parce que s'il doit faire un mec angoissé ou stressé ou quoi, bah, il doit jouer avec son corps volumineux, tu vois, et donc il doit pas se rétrécir comme un tout petit, tu vois. Non, justement, il doit être un mec plus nerveux ou quoi. En fait, ça doit être le réalisateur qui doit bien manier ça, tu vois. Oui, mais après, je sais pas, parce que moi, justement, je trouvais quand il faisait son truc avec cette voix, en fait, c'est justement qu'il se réduisait pas du tout, en fait. C'est juste, il lève ses bras et il fait son truc avec ses doigts de merde, mais... Oui, mais c'est ça que je disais, ça marche pas, parce que à la fois, il est trop baraqué, et puis, je pense que même au niveau de son jeu corporel, il est pas habitué à ça, quoi. Donc, bon... Voilà, à ce moment-là, en tant que réalisateur, tu dois prendre un choix.
et tu dois te dire, oh, je vais le faire autrement, quoi. Oui, c'est clair. Ouais. Ce que j'allais dire aussi, c'est que bon, finalement, je pense que le choix de tous les acteurs a été fait par rapport à la bizarrerie qu'ils pourraient apporter, tu vois, genre par exemple, The Rock, tu vois, de le voir comme ça, c'est bizarre. T'as Justin Timberlake, oui, bordel, bon, qui n'était pas encore acteur à l'époque, qui était juste chanteur, donc je pense vraiment qu'on l'a engagé que pour ça. Et t'as Christophe Lambert, mon Dieu, dans ce film. Mais non, mais il est très bien, Christophe Lambert. Oui, mais pourquoi on l'a engagé? Parce qu'il est bizarre, voilà, on l'a engagé pour ça. Parfait. Mais non, mais il est rigolo, enfin, allez, merde, quoi. Mais, d'ailleurs, j'avoue que cette scène m'a fait rire intérieurement, mais bon, un petit peu, quoi. C'est-à-dire, c'est Christophe Lambert qui est comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un chèque, tu prends pas l'échec? Non, je prends pas l'échec, retourne chez toi, espèce de pétasse de chromillon. J'étais en mode, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a pas dérangé, cette scène. Ouais, c'est ça. Je pense que le film, avec tous ces personnages un peu bizarres, un peu chelous, qui parlent bizarrement, qui ont des têtes incroyables, c'est fait pour avoir cette ambiance bizarre, en fait. C'est fait pour avoir cette espèce d'univers décalé de Los Angeles. Là, j'ai l'impression que c'est juste être bizarre pour être bizarre. C'est bizarre pour être bizarre, ouais, peut-être un peu, mais je pense pas que ce soit un problème si énorme que ça qu'il faut dire que c'est... Non, c'est pas nécessaire. Je pense que si tout avait été vraiment normal, si tous les personnages étaient genre complètement naturalistes, je me serais dit, enfin, oh là là. Mais surtout que c'est censé être une satire, une espèce de parodie de la société américaine, quoi. Je suis d'accord avec Pamancha et Dessou parce que là, ça fait partie du style. Si on enlève ça, il y a plus de style. Je veux dire, il y a moins de style. À partir du moment où tous les personnages se comportent comme ça, voilà, ça fait partie de la suspension d'incrédulité, tu vois. Oui, tout à fait, c'est pas normal, tu vois, leur réaction, tu vois. C'est juste pas normal, ça irait, mais ça ne raconte rien, c'est ça le problème que j'ai. Oui, ça c'est encore autre chose. C'est peut-être ça le gros souci. C'est encore autre chose, oui, ok. Ça c'est le gros souci du film, oui, il en fait beaucoup, il en fait des caisses pour ne dire pas grand-chose, oui. Donc ça c'est un peu vrai. Le truc, c'est que, comme je disais, c'est une relecture de l'Apocalypse. Le truc, c'est que c'est une relecture vraiment, vraiment littérale, tu vois. Donc, le film se heurte aux mêmes limites que la Bible, quelque part. C'est que, au bout d'un moment, le résumé, c'est que c'est le baron le méchant, et puis à la fin, le monde est sauvé par l'intervention divine. Ouais, c'est ça qui se passe, au final. Tu as dit quelque chose de très pertinent. En fait, le gros problème du réalisateur, il a repris à la fois les qualités de ce qu'il y avait dans la Bible et tous les défauts qu'il y avait dans la Bible. C'est-à-dire, c'est manichéen et c'est complexe pour rien. Voilà. Et c'est vrai, la Bible, il y a beaucoup de choses qui se passent et en fait, ça sert à rien. Et en plus de ça, évidemment, comme c'est la suite du comics, en vrai, il y a beaucoup de clés de compréhension du truc qui sont dans le comics et qui, donc, en fait, juste voir le film, concrètement, on se tire une balle dans la tête, oui. C'est comme, t'as une énigme, tout ce que t'as eu, c'est les indices. On t'a balancé des indices à la gueule très très fort et maintenant t'es un peu le tournis et on t'a jamais donné la question. Ouais, c'est ça. Et à la fin, t'as la réponse et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est ça, c'est le réalisateur, il te fait tourner en rond, tu vois, voilà, et puis après il t'arrête, il te dit, c'est bon, tu t'es bien amusé, et toi t'es là, oh putain. Non mais c'est... Ouais, c'est une expérience, Un problème aussi, finalement, c'est que bon, on dit... et ça, je dis pas ça que pour ce film, mais bon, dès qu'un film cite la Bible ou toute œuvre du passé, tu vois, que les gens connaissent un petit peu, j'ai l'impression que, bon, intérieurement, les gens se disent « Ah c'est bien écrit, du coup », alors que bon, finalement, non, c'est pas parce que tu fais des citations ou que tu bases ton œuvre sur quelque chose que bon, ça en fait pas automatiquement quelque chose d'important. J'irais même jusqu'à dire c'est parfois même pas hyper imaginatif de juste se dire « Ah je vais faire un film sur la Bible », bon, et oui, et après, quoi, ça... Si ça apporte rien, bon, écoute... Après, c'est pas... Enfin, je dis que c'est très littéral parce que concrètement, c'est des rôles qui sont très identifiés dans le film. Si on parle de l'Antéchrist, on parle de témoins qui arrivent à Jérusalem, on parle du cheval blanc. Du cheval blanc, du Messie... De la pute de Babylone. La putain de Babylone. Ouais. Donc voilà, tout ça sont des personnages très spécifiques. Mais après, voilà,
la Bible n'a pas de réseau néo-marxiste qui vient, qui vient Ouais, parler, qui vient enlever des gens, et puis bidule, et puis Mais ce que Arnea disait, c'était très intéressant parce que autant on peut s'inspirer de quelque chose, mais un peu trop recopier, c'est pas non plus une bonne chose. Mais moi, je pense que dans tout ce qui est reprise de références de la Bible, pour moi, les bons exemples, ça reste parfois dans des films qui n'ont pas la prétention de faire quelque chose d'ambitieux, mais qui ont l'ambition de faire autre chose, justement. En fait, le gros problème du réalisateur par rapport à la Bible, c'est qu'il ne s'est pas réapproprié les codes de la Bible et les références, quoi. Parce que, par exemple, il y a énormément d'animés qui reprennent des références bibliques sans pour autant respecter la narration de la Bible, tu vois. Ils ont juste 2-3 références et puis c'est tout, quoi. Et puis après, ils font autre chose. Et ça, c'est une bonne chose, tu vois. Mais là, il a voulu trop se coller à l'histoire de la Bible. Après, je ne sais pas si je suis d'accord, parce que justement, il reprend la trame générale de la Bible, mais ce qui est de créatif, c'est qu'il la balance dans le contexte de Bush. Il la balance dans le contexte de Los Angeles sous l'ère Bush, avec ce truc d'anticipation, la surveillance orwellienne. Mais je sais pas si c'est original. Peut-être c'est pas original. En tout cas, je pense que c'est unique. Oui, mais à ce moment-là, quelque part, c'est un peu original aussi, en fait. Non, mais c'est peut-être unique, mais le problème, c'est encore une fois, c'est trop simpliste. Parce que là, amener l'apocalypse et faire la comparaison avec l'avènement de Bush, bah oui, ok, on voit le lien, mais c'est très simpliste, c'est très expéditif, tu vois. C'est ça le problème. C'est bourrin, c'est pas très subtil, quoi. Mais voilà. oui, c'est vrai que c'est un problème du film aussi, c'est que il n'est pas subtil pour un sou, même s'il est très compliqué, quoi. Tiens, j'aimerais juste te dire un truc au niveau de la subtilité aussi. Je repensais au personnage de Timberlake, qui en fait sert de narrateur le long du film. Mais bon, déjà, je trouve, en principe, les films ou les séries qui utilisent comme ça des narrateurs aussi souvent, je trouve ça déjà pas hyper subtil de base, mais en plus, vraiment, littéralement, à chaque fois que j'entendais Justin Timberlake parler, j'avais qu'une envie, c'est de lui fermer sa gueule. Honnêtement, je ne supportais plus du tout de l'entendre au bout d'un moment. Mais tu l'as vu en français aussi. Tu l'as vu en ouais, mais non, mais oui, je l'ai vu en français, mais bon, ça change rien. C'est vraiment, il dit ce truc, mais ne le regardez pas en français. Est-ce que vraiment alors qu'il a une voix si belle, mais je m'en fous du ton de sa voix, c'est ce qu'il dit. Il a un timbre de voix magnifique. Cry me a river. Non, mais laissez Arnea terminer. Oui, bien sûr. Non, bah, pour ce qu'il y a à dire, je veux dire, après ça, son rôle est... ouais, c'est pas bien, quoi. Je veux dire, bon, il fronce les sourcils, il a l'air un peu cinglé pendant tout le film, et après, bon, qu'est-ce qu'il fait? Si, il fait une comédie musicale en plein milieu. Il s'est dit, allez, tiens, je vais faire une chanson. Ça a aucun sens, mais bon, c'est pas grave, allez. Oh, bah, moi, j'aimais bien la petite séquence I Got Soul. But I Not Soul, le soul. Oui, mais à quoi ça sert? Tu vois, il est encore pertinent. À quoi ça sert? Mais celui-là, à instaurer une ambiance. Et justement, à lui donner du caractère. Mais ce moment, c'est le seul moment où il y a une comédie musicale, enfin où il y a une chanson. Le résultat, c'est vraiment un moment qui te sort complètement du film parce que justement, il n'y a pas de précédent dans tout le film. En même temps, tu dis que tu sors du film, mais quelque part, plutôt, tu nous dis que tu ne rentres jamais dedans. Donc, c'est quoi le truc? Au bout d'un moment. Non, mais moi encore, les comédies musicales, ils sont pas toutes bonnes, je veux dire, dans le sens où les scènes. Mais il y a quand même une scène que j'ai trouvée pertinente. Après, c'est vrai que ça sort de nulle part, mais je trouve que ça fait un peu la petite surprise, la petite touche... d'originalité qui... En fait, moi, je pense qu'on peut être original comme ça. Tu peux amener une scène un peu what the fuck si elle est pertinente, tu vois. Et oui, après, les autres scènes étaient un peu moins pertinentes, c'est vrai, mais voilà, il a quand même réussi une fois, tu vois. Mais je comprends ton point de vue. Il faut l'aborder dès le départ, tu vois. Tu vas pas improviser. Quand tu parles de la scène pertinente, tu parles de moment comédie musicale. Oui. Je veux dire, c'est celui avec la musique à Got Soul. Oui, la chanson. Ouais. Parce qu'en plus, on avait encore cette thématique très présente de la guerre et des gens qui ne veulent pas se battre et que, de toute façon, le film, c'est une critique anti-Bush, donc contre la guerre, quoi. Donc, elle reste quand même pertinente, quoi, dans le thème général. Mais après, c'est vrai que ça sort de nulle part et on risque d'être un peu... désarçonné.
désarçonné. En tout cas, pour ma part, j'ai pas trouvé que la scène me gênait particulièrement parce que, voilà, je pense aussi elle peut servir de moment où on souffle un peu par rapport à tout le Oui, c'est vrai. barrage épique d'informations et de personnages et d'événements qui se passent. On peut se dire, ok, voilà, là on prend un peu une pause dans le récit. Oui, je suis d'accord aussi. En fait, moi j'aime bien les comédies musicales parce que justement ils apportent à la fois une pause, mais tout en restant captivant, tu vois. Voilà, je pense que le mec, il a aussi voulu être ambitieux et donc a voulu aborder plusieurs manières de raconter les choses. Donc, je ne sais pas si c'était voulu, le moment de pause de la part du réel. Si, je pense. Je suppose. Enfin, Je sais pas. Après, voilà, si c'est voulu ou pas, c'est comme. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça se ressent. Donc, bon. Ouais. Et après, aussi, il faut dire que le gars dans Denis Darko aussi, il y avait des scènes. C'était pas des scènes de comédie musicale, mais il y avait des scènes. De pause musicale. De pause musicale où tu avais juste un plan séquence sur des choses qui se passent qui sont aux F. Oui, d'accord, mais bon, où, ça c'est. On voit les personnages qui se baladent. Donc, il y a un antécédent. C'est pas comme si c'est. Oui, mais ça c'est normal. Mais bon, dans un film qui n'est pas une comédie musicale, est-ce que c'est normal que d'un coup on te balance comme ça une comédie musicale, même pour la pause? Je veux dire, qu'on te balance une chanson. Oui, mais tu me dis, est-ce que c'est normal? Mais qu'est-ce que qu'est-ce qui est normal dans ce ça veut film, dire quoi? Est-ce que le normal c'est supposé être un baromètre gage de qualité? Je veux dire normal dans le sens, bon, dans le cinéma, t'as quand même des règles à respecter parce que bon, t'as une certaine logique. À montrer aux spectateurs pour qu'ils soient pas perdus. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On a des conventions. Mais oui, c'est pas la même chose. Oui, c'est peut-être plus ça que je voulais dire, des conventions, voilà. Mais je veux bien qu'on brise des conventions pour raconter des trucs, mais bon, là, je suis désolé, pour moi, ça marche pas du tout, là. D'accord. Ok. Enfin, on peut pas. Concrètement, on peut pas te convaincre que j'ai pas envie d'être le gars qui est en mode. T'as ton avis, mais. Oui, je veux pas être le gars qui est en mode non, c'est mon avis le meilleur, je ne changerai jamais d'avis. Non, mais bon, c'est juste que. Enfin, ouais, j'ai une vraie aversion pour ce film. Bon, ce qui me rend pas du tout objectif, je suis bien d'accord, mais. Mais pourquoi une telle haine Pourquoi tant de haine dans la jeunesse Parce que honnêtement, moi je vois ce film, je vois vraiment quelque chose d'incroyablement mauvais, voire j'irais même jusqu'à dire parfois prétentieux, avec un scénario qui tient pas du tout la route, des moments complètement random. Okay. D'accord, ok. Pourquoi c'est prétentieux ? Prétention, parce que bon, j'ai vraiment l'impression de voir un ado qui vient de découvrir une page Wikipédia sur la philosophie et qui est décidé, je vais raconter un film parce que j'ai tout compris sur ce sujet, tu sais, alors que bon, il a juste lu 2-3 lignes. Comme ça, tu sais, qui essaye de faire une histoire en mettant plein de concepts qu'il comprend pas et se dire que c'est une œuvre hyper importante, alors que bon, finalement, non. Enfin bon, tu vois, c'est pour ça que je trouve le truc un peu prétentieux, parce que bon, finalement, on a quelqu'un qui... Enfin, j'ai l'air d'être un peu dur parce que je ne condamne pas l'échec, mais là, j'ai vraiment l'impression de voir quelqu'un qui crache dans la soupe. Qui crache dans la soupe, dans quel sens ? Parce que je pense pas qu'il se soit... dans le sens... ce film a été vendu contre de l'argent à des gens qui ont été le voir, merde. C'est terrible. Oui, mais il y a des films pires que ça. Il y a des films beaucoup plus cyniques que ça qui ont été projetés contre de l'argent. Oui, mais à nouveau, c'est peut-être... à nouveau, je suis biaisé parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vraiment vu un des pires films qui m'était donné de voir, tu vois. Donc bon, forcément, ça ne me rend pas hyper objectif par rapport à tout ça, mais et j'ai vraiment c'est-à-dire que pour moi, honnêtement, je ne vois pas du tout ce qu'il y a à sauver dans ce film. Je suis à ce point, tu vois, j'ai vraiment passé vraiment un moment horrible. Il y a des films pires que ça quand même. Mais ça dépend ce que t'entends par pire, parce que oui, c'est moi je suis pas sûr de ce que t'entends par mauvais, en fait. Donc oui, moi je comprends pourquoi tu le trouves mauvais. Après
le pire film que t'aies jamais vu, ça me semble un peu abusé maintenant, je sais pas. Parce que oui, je comprends qu'il y a des... Enfin, que c'est un peu mal joué, que ça dit beaucoup de choses pour au final pas aboutir à grand-chose. Enfin, je comprends tous ces arguments, tu vois, je suis d'accord avec. Hein. Mais je sais pas, parce que il y a aucun moment qui me semble correct dans ce film. Enfin, un moment qui me semble naturel, qui me semble... Bah, ok, peut-être que tu peux nous éclairer par un contre-exemple, alors. Est-ce que t'as, même pas forcément une parabole biblique, mais est-ce que t'as genre un film qui aborde un sujet profond, qui le fait mieux que Southland Tales? Oula. Là, il m'aurait fallu quand même un peu plus de préparation, là, parce que là, comme ça, sur le livre, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que parce que c'est difficile de le comparer à d'autres films, en vrai, parce qu'il est tellement large. Que... Mais je vous propose de voir la chose autrement, parce que, selon vous, qu'est-ce qui justifie le fait, et on va éviter de spoiler, mais qu'est-ce qui justifie la fin, en fait? Qu'est-ce qui justifie la fin pour qu'on en arrive à ce moment très précis, tu vois, les événements qui ont mené à ça? Qu'est-ce qui... c'est quoi le fil rouge qui fait que... Voilà, c'est une fin qu'on a méritée, c'est la fin vers quoi tout ça a mené. Peut-être. Ok, spoiler, sois spécifique s'il te plaît. D'accord, ok. Je veux dire, pour l'acteur qui... Enfin, je sais pas comment il s'appelle, je sais juste qu'il a joué Stifler. Sean Williams. Sean Williams, voilà. Pourquoi c'est lui qui finalement a le choix de créer ou non la fin du monde? Pourquoi est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui rend ce personnage si important? Qu'est-ce qui peut nous faire dire, voilà, ce personnage, c'est le personnage principal. C'est lui, c'est le personnage le plus important. Il n'est pas le personnage principal. Oui, mais... c'est The Rock, le personnage principal. Oui, d'accord, mais justement, voilà, on passe c'est The Rock, le personnage principal, mais finalement, c'est lui qui va déclencher la fin du monde. Et pourquoi finalement? Pourquoi? Mais comment ça, pourquoi? Parce que dans quel sens, pourquoi? Dans le sens, quel message ça envoie? Mais quel message ça envoie? C'est qui déclenche la fin du monde? C'est pas The Rock? Bah non, c'est le Roland Taverneur. Enfin, c'est lui le Messie, en fait. Oui, mais c'est pas lui qui provoque la fin du monde. Le truc, c'est qu'il ne provoque pas la fin du monde. C'est le baron qui provoque la fin du monde. C'est le baron qui fait ralentir la Terre, qui fait que... C'est plus compliqué. C'est un peu plus complexe que ça dans le comics. D'accord. Mais en gros... Non, le truc, c'est que le Roland Taverneur, il ne provoque pas la fin du monde parce qu'il a l'intention de le faire. C'est juste le coup du sort. C'est lui qui est au centre des machinations de la clique du baron. Et c'est fini, tout simplement, sur l'événement qui provoque la fin du monde. Que, effectivement, techniquement, c'est lui qui provoque, mais... Il est manipulé. Oui, c'est ça. Comme The Rock, en fait, ils sont tous les deux manipulés complètement. Donc, après, tu te demandes quel message ça. Oui, parce que finalement, tu vois, finalement, tout ça, ça se résume à deux personnages qui se font manipuler pour que le monde finisse. Et bon, voilà, c'est ça le film. Oui, là, clairement, ça rentre dans probablement le gros problème du film, c'est qu'il n'y a pas vraiment un message particulier, mais en même temps, tu me dis si tu n'es pas d'accord avec ça ou si tu es d'accord. Mais personnellement, j'ai pas l'impression qu'un film ait besoin d'un message que tu peux résumer sur un sticker non plus. On en avait déjà parlé il y a très longtemps quand on avait discuté de The Lighthouse. The Lighthouse, ça n'a pas vraiment un message particulier, c'est plus basé sur l'expérience du film et de l'histoire et des thématiques qui sont abordées. Après, je pense que ce sera d'accord pour dire que The Lighthouse est plus focus sur ces thématiques, mais voilà, il n'y a pas non plus un message... parce que j'ai vraiment l'impression que le film essaye de dire quelque chose, mais j'avoue que je ne comprends pas du tout ce qu'il essaie. Le problème, c'est qu'il essaie de dire plein de choses. Et puis, des fois, il se fait juste un délire aussi. Il y a la comédie musicale, ou alors il y a les voitures qui baisent aussi. Oui, les voitures qui baissent, c'est une connerie, quoi. Je veux dire, typiquement... mais c'est rigolo. C'est complètement con, c'est complètement beauf, mais c'est ça ce qui est intéressant avec les voitures qui baissent, c'est que c'est la juxtaposition d'un film qui aborde des sujets de société, des sujets sérieux, et puis qui est forcé d'aller vers quelque chose d'aussi beauf et d'aussi débile et d'aussi con, parce que la société dont il parle est comme ça. Et dans cet excès, ça rend pas la scène intéressante, mais au moins ça fait il y a une synthèse qui se fait, quoi. Ouais.
Non, mais Est-ce que j'arrive à te convaincre? Ouais, bah, c'est-à-dire que bon, j'ai l'impression que là, à chaque fois qu'on essaie de parler d'un truc bien du film, il y a toujours cette réflexion qui fait dire ouais, non, en fait, c'est pas très bien, mais bon, voilà. Tu vois ça c'est pas dans un autre film. Oui, mais c'est notre verdict. Mais après, on prend cette position-là parce que toi, juste pour me dire que j'ai tort, quoi. Tu arrives dans la discussion pour dire que c'est de la merde. Donc... Bah écoute, voilà, l'émission c'est aussi pour dire nos avis, donc voilà, écoute, moi j'avoue que j'ai un avis très violent, je la mets, bon, je sais pas si c'est excessif, mais en tout cas, bon, ce film provoque vraiment une aversion horrible, donc j'essaie de transmettre ça. Je pense que ça fera un excellent épisode. Ah, ça. Du coup, Donnie Darko, tu aimes bien Donnie Darko? Je sais pas si j'aime tant que ça, enfin, j'arrive à l'apprécier, mais je sais pas. Parce que Donnie Darko, ça fait partie ici où je ne sais pas trop où me placer, parce que je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de succès, Donnie Darko. C'est que c'est un film générationnel. Il a beaucoup parlé à la génération des 2000. Mais dans ce sens, je trouve qu'il fonctionne bien comme étant une synthèse un peu de l'état d'esprit des jeunes des années 2000. Mais après, pour ce qu'il a à dire, bon, Donnie Darko aussi, bon, c'est intéressant. Il y a un côté un peu intéressant, en vrai. En tout cas, je le trouve quand même bien mieux réussi que Southland Tale. Après, est-ce que je dirais que Donnie Darko, c'est le meilleur film de tout le temps? Non, j'irai pas jusque-là, mais j'aurais des trucs intéressants à dire. Ah, c'est rigolo, parce que tu dis que c'est bien, ça capture bien l'état d'esprit des jeunes des années 2000, mais Donnie Darko, il se passe en 88 ans. Oui, mais ça change rien, parce que bon, il a capturé, je veux pas dire qu'il était en avance sur son temps, parce que bon, c'était un pur accident, je pense, hein, mais voilà, le fait étant qu'il a parlé à la génération des années 2000, et que par hasard, voilà, il était une synthèse efficace de ces gens-là, même s'il était sorti bien avant, mais bon, je suis d'accord, c'était pas du tout volontaire, ça c'est clair que bon, c'était un pur accident. Qu'est-ce qu'il reste à dire finalement? Je sais pas, je pense... On peut parler de Marx. Oui, parce que du coup... oui, petite trivia. En fait, à la fin, tout ce qui se passe dans le méga Zeppelin, le truc c'est que le méga Zeppelin, en fait, il est couvert de références marxistes. Sur les murs, tu peux lire, genre, si tu fais gaffe, des citations, genre... Même toute la ville est couverte de trucs de Marx. Oui, mais même spécifiquement le méga Zeppelin du baron, alors que la fête, elle est pour tous les républicains, donc les biens de droite qui détestent Marx. Et en réalité, c'est parce que, canoniquement, le baron von Westphalen est l'arrière-petit-fils de Marx. Il y a une filiation directe entre Marx et le baron von Westphalen. D'accord, et donc... C'est tout. C'est le petit trivia. Et tout ça c'est pourquoi? vraiment très intéressant. Et tout ça pourquoi le truc, en fait, c'est qu'il y a en arrière-plan de tout ce qui se passe, le conflit principal, c'est le conflit entre les néo-marxistes et les républicains. Et que ce qui est révélé à la fin, mais ce qui est mal révélé, et c'est ça qui est dommage, c'est que le mastermind, celui qui manipule tout le monde, c'est donc le baron von Westphalen, et que le baron von Westphalen, son but, c'est de détruire les républicains, en fait. Renverser la droite américaine pour devenir le maître corporatiste du monde. Du monde qui va être détruit, du coup. Alors, c'est là que ça se complique. Parce que dans le comics, c'est révélé que, en fait, et d'ailleurs dans la version de Cannes aussi, qui a été coupée du film, c'est que, en fait, le baron a été trahi par sa femme, qui est la sorcière asiatique Bai Ling, qui est jouée par Bai Ling, qui est jouée dans des films de Luc Besson, je crois. Oui, pas que, mais oui. Entre autres. Donc c'est cette femme serpentine qui est à l'origine de la création du clone de Roland Taverner, qui est le truc qui est orchestré de telle manière que Roland Taverner finisse par provoquer la fin du monde. Mais ça n'est pas un plan du baron, en fait. D'accord. Puisque dans l'analogie biblique, le baron est l'antéchrist, qui, dans le livre de l'Apocalypse, règne sur le monde. Et c'est les deux témoins qui annoncent l'arrivée du Messie, qui va détruire le règne de l'Antichrist. Oui. Voilà. D'accord. Et le camion de glace, c'est le cheval blanc. Oui. Il y a le camion de glace, c'est le cheval blanc du Messie. Mais donc, c'est un délire incroyable.
Mais donc, le point que j'essaye depuis 10 minutes de te communiquer, c'est que, en gros, en partie, une raison pour laquelle le film est un échec au niveau thématique, c'est que, entre autres, il a été charcuté par rapport à la vision de Richard Kelly, après Cannes. Oui, mais après, est-ce que la version longue... La version longue n'est pas... mais là, c'est l'autre partie du problème de compréhension, c'est que aussi le projet, à la base, était mal pensé, parce que ça nécessitait de lire les romans graphiques pour avoir ce background-là. Et même quand tu lis, en fait, il faut voir les indices. Il faut bien pouvoir interpréter le truc bien, quoi. Donc, ça fait quand même beaucoup de travail. Hein. C'est bien le problème. Et puis, il y a aussi ce que je dis, il faut bien interpréter les intentions, mais c'est ça qui est le pire. C'est que pour bien piger, parce que dans les romans graphiques, en fait, tu peux lire des extraits du scénario que Boxer Santaros et Sarah Michelle Gellar, Krista Now ont écrit. Et en fait, il faut bien saisir que dans le film, ils disent que c'est comme ça que la fin du monde va se passer. C'est que c'est vraiment littéral. Parce que t'as les personnages du film qui apparaissent dans le scénario, dans le film, qui est censé être un scénario fictif. Et de nouveau, c'est comme l'apocalypse, c'est littéral, mais en même temps, c'est analogique aussi. Bref, le truc, c'est qu'il y a 1 milliard de niveaux d'interprétation qu'il faut bien saisir pour saisir ce qui se passe. Et c'est bien tout le problème, c'est que au final, c'est un film où concrètement, tu dois faire des devoirs, quoi. Ouais. Et même si tu fais les devoirs, est-ce que c'est si intéressant que ça au final Je sais pas, moi j'ai un esprit que j'aime beaucoup les puzzles, tu vois, donc je me dis, moi, je m'amuse, mais... il y a un côté fascinant, en fait, il y a un côté fascinant, cette espèce d'ampleur de projet raté, qui part en tous les sens, il y a un bordel, tu vois. Et une question que je me pose d'ailleurs, parce que là, la façon dont tu en parles, j'ai l'impression que le comics, parle beaucoup de religion. Mais est-ce qu'il y a cette critique de l'Amérique, de Bush, de la guerre, de tout ce qu'il y a dans le film là, ou ça n'existe pas? Il y a ça aussi. Le truc, c'est dans le comics. En fait, le comics se centre sur, on va dire, 2 gros aspects. Ce qui s'est passé dans les jours précédents le film pour Boxer Santaros et Krista Now. Et du background sur Roland Taverner. Sur le lien entre Roland Taverner et Justin Timberlake. Et le passif qu'ils ont. Qu'ils ont en Irak, du coup. Qu'ils ont en Irak. Et ce background qui donne aussi en fait, c'est ça qui est débile. Hein. C'est que ce background est la clé pour comprendre l'arc narratif de Roland Taverner. Il y a des allusions dans le film, mais il est vraiment... la clé du truc est vraiment dans le comics. C'est pour ça que c'est vraiment mal structuré. Ah, c'est compliqué parce que je pense que le réalisateur a envie de raconter beaucoup de choses. Je pense aussi qu'il a un certain talent, mais ouais, encore une fois, tout ce qu'il fait, c'est encore trop précipité parce qu'il maîtrise pas totalement la matière. En fait, en tout cas par rapport au film, de ce que je ressens, c'est une histoire fort juvénile. Ouais, il y a un peu un côté comme ça, oui. Mais il était jeune, il avait quel âge? Il avait 26, 27 ans. Ouais, la fin de vingtaine, quelque chose comme ça. Il y a un côté très un peu geek, politisé. Oui. Aussi, il y avait le truc quand il était gamin, il voulait faire caricaturiste politique, donc quelque part, il y a cette volonté de caricaturiser un peu à l'extrême Mais le problème, quand on apprécie un peu trop d'écrire des histoires, on a tendance à faire beaucoup de personnages, voire beaucoup trop. Et parfois, ces personnages ne servent à rien parce que... Puis on sent aussi que c'est un type qui il aime bien parler de gros concepts. Non, mais voilà, c'est... Parfois, vaut mieux commencer par quelque chose de simple que commencer par quelque chose de ultra ambitieux et puis finalement, t'es un peu paumé en tant que premier lecteur, tu vois. Donc, non, c'est pas facile parce que, en fait, je comprends l'attitude. Je comprends qu'on ait envie de faire ça parce qu'on a pas envie de faire quelque chose de mainstream, on n'a pas envie de faire quelque chose de simple, mais voilà quoi, il faut pas oublier que c'est un long métrage et que c'est 1h30 en moyenne, que si tu commences à dépasser les 2 heures,
Ben, ça commence à être un film long et... Oui, mais Ça dépend. Il y a des films de 4 heures. Oui, mais... des films de 7 heures. Après, il y a des films de 3 heures, tu vois, qui passent très bien, mais il faut maîtriser le sujet, tu vois. Faut d'abord raconter des choses... parfois, avec juste une chose simple de la vie de tous les jours, tu sais en faire un long métrage, tu vois. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc... Ouais, je pense que Ok, on fait une petite conclusion. Ok. Dans la joie et la bonne humeur. Ok. Bon, bah, du coup, que dire, finalement? Que dire? Du coup, Arknea, tu as donné ta position. Ouais, vous avez mis de très bons arguments, je vous ai écouté, mais je ne suis toujours pas convaincu. Désolé. Fort bien. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est bien défendu quand même? Ouais, enfin bon après, je vous avoue, en fait, on va dire le problème peut-être là, c'était que bon, moi j'étais fort dans mon avis, c'était vraiment horrible. Vous, votre avis, bon, si je comprends bien, c'était pas très bien, mais en même temps, c'était pas si mauvais que ça. Donc bon, c'était. Bah, c'est un peu. Enfin, je vais faire ma conclusion. Du coup, Ouais. c'est un peu. C'est raté complètement, mais c'est une bizarrerie tellement bizarre que je la trouve intéressante quand même, tu vois. Je trouve ça rigolo. Et en vrai, moi, je conseille aux gens de regarder parce que c'est une espèce d'ovni un peu spé qui ressemble à rien d'autre, tu vois. Une espèce de monument à l'ambition. Si tu ne l'avais jamais vu, je t'aurais conseillé de le voir, par exemple. Si vous Ça aurait voulez été moi, tu un vois. cadeau empoisonné à offrir à quelqu'un, offrez ce film-là. T'aurais eu une incroyable surprise. Par contre, est-ce que tu conseilles de regarder la Can Cut ou alors la version cinéma? Ça, je suppose la Can Cut, vu que je la trouve quand même un peu plus mieux menée et plus... je sais pas si je dirais plus compréhensible, parce que en vrai... Je me demande ce qu'ils ont pensé, les gens qui ont été à Cannes, qui ont vu ce film. Bah, ils ont pas aimé. Ouais. Oui, ils ont pas aimé. Oui, non, ouais. Bah, en soi, la Can Cut, c'est la version pensée par le réel. Donc, c'est vrai, la gestion de la musique est très, très, très différente. Pas forcément mieux, hein, mais très différent. D'accord. Je sais pas, je pense que ça essaye d'installer une atmosphère beaucoup plus souvent. Donc, Ouais, il y en a beaucoup plus, en fait. il y en a beaucoup plus. Enfin, elle est beaucoup plus présente, ouais. plutôt. Ouais. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le vol au vent que j'ai mangé aujourd'hui était plus digeste. Ah. Oui, mais est-ce qu'il avait meilleur goût? Je sais pas, en fait, je suis aussi un peu assis entre deux chaises avec ce film parce que, à la fois, je l'aime pas parce que, en fait, il est très mal fait, c'est très clair. Et à la fois, je me dis, mais il y a, comme disait Dessous, tu vois, c'est ce style assez unique de faire des films et à la fois, j'ai pas envie de dire que c'est un bon exemple. En tout cas, je pense que ça doit être un film qui doit être vu comme un bon... Je vais pas dire un bon navet, je vais pas dire ça non plus, mais ça doit être un film à regarder entre potes, à le prendre au second degré pour être apprécié. Ou sinon, le gros problème avec le film, oui, c'est tout son aspect sérieux et ça marche pas. Oui. D'accord. Un peu bourré, ça pourrait passer un peu mieux. Cela dit, c'est pas vraiment un nanar non plus. Hein. C'est pas... Ouais, c'est... Il est un peu trop sérieux pour être nanar. Mais tu vois, si j'avais été avec un pote, tu vois, on serait regardé, tu vois, on serait un peu moqué du film. Ouais, tu serais probablement et mieux marré, ouais. on aura peut-être un peu plus déliré, tu vois. Mais le regarder tout seul, à froid, en mode concentré... non, moi je comprends les gens qui ont été à Cannes et qui ont vu ce film, qui l'ont démoli. Je comprends totalement. C'est pas un film à montrer dans une exposition d'art et essai, quoi. Mais après, je pense que le Kelly l'avait dit, c'est qu'il était étonné d'être à Cannes. Parce que c'est pas le genre de truc qu'il montre. Donc, ouais, il a dit beaucoup de choses, j'ai l'impression, Kelly. Oui, mais bon, voilà. Ah ouais, ça s'est vu dans le film. Oui. Du coup, ouais, moi, pour ma conclusion, je pense que c'est comme on l'a tous dit, c'est un film qui est raté. Mais après, je rejoins Dessous pour dire que c'est un espèce de truc qui va tellement à fond et qui est tellement décomplexé
qui est tellement focus dans son truc, en fait, qui se préoccupe pas du tout de ce qui se passe ailleurs, à gauche, à droite. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose de vraiment qui va à fond dans tous les domaines et qui a une démarche finalement qui est assez étrange et assez unique. En vrai, j'aime bien que ça existe, tu vois. Mais je sais pas si je dirais que c'est un grand film non plus. Ça, je pense pas que ça soit le cas. Je pense qu'il est raté concrètement. En fait, plus que raté, je pense qu'il a été mal conçu. Et je dis ça parce que j'ai lu le comics et que du coup, j'ai un peu le truc... Alors, j'ai une question pour vous. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui est le plus compréhensible entre Southland Tale et Tenet? Oh, ils sont incompréhensibles, mais dans deux manières différentes, très différentes. Ouais. Et je pense que Tenet est beaucoup moins intéressant. Ah bon? Concrètement, je pense que Tenet a beaucoup moins d'ambition. Tenet a beaucoup moins D'accord. d'ambition. Arknea, ton avis? Oh là là. Ou alors, lequel est plus insupportable? Oui, voilà. Je ne sais dire, honnêtement, je ne sais dire. Bref, mais après, enfin voilà, pour ma conclusion, est-ce que je le recommande? En vrai, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, même si je sais pertinemment que c'est foiré, que c'est incompréhensible, que ce sera probablement insupportable pour la majorité des gens. Je me dis, il y a des trucs qui me font marrer dedans, il y a des scènes que j'aime encore bien. De nouveau, un bon film à montrer quelqu'un qui commence à peine à aborder les films bizarres, un peu hipster, un peu particulier. C'est notre ambiance quand même, parce qu'il y a quand même un côté blockbuster raté, mais... Oui, c'est vrai, mais il y a des ambitions derrière. Il y a des ambitions, ouais. Il y a des ambitions que tu ne retrouves pas chez... Mais il y a des ambitions d'être un blockbuster en fait... intelligent, mais d'être un blockbuster. Oui, d'accord, mais par exemple, si tu prends genre Snyder, tu vois, qui essaye aussi de faire du blockbuster pseudo-intelligent, qui fait des références à Jésus avec Superman et machin, en vrai, je me dis, Kelly, c'est déjà... Ouais, ça marche mieux, il y a une ambiance qui fait en que... fait, ce que je veux dire, c'est que je sais pas à quel point il a envie d'être bizarre et... Ah oui, ok, oui. Mais ça c'est pas la question, parce que c'est le résultat qui est là, au final. Oui. Donc, voilà. Bref, Écoutez... je pense qu'on est arrivé au bout. Ouais. On a dit tout ce qu'il y avait à dire. Oui, on peut pas aller plus loin. Allez, on n'a pas parlé des beaux gosses. On n'a pas parlé des beaux gosses. Les beaux gosses. Oui, Non, la c'est blague bon, de c'est ça, bon, avec les beaux gosses. On n'a pas besoin... Enfin, c'est vraiment le truc qui gâche tout, en fait. C'est vraiment un truc qui gâche tout. Là, je suis d'accord avec Arknea. Là, pour le coup, c'est vraiment devenu un film de merde dans la dernière seconde, c'est dommage. Et on comprend pas pourquoi il a fait ça, quoi. Il y avait tout un truc, on lui a posé la question et il a dit un truc de merde et c'est une excuse à la con. Ouais. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés. Ouais, je sais pas ce qu'on a accompli aujourd'hui, mais on l'a accompli. Sûrement quelque chose. Et on peut être fiers de nous. Ouais. Ou pas. Et on vous donne rendez-vous. On vous donne rendez-vous pour de prochaines émissions où nous parlerons à nouveau de cinéma. Et on vous promet que ça sera des films assez bons cette fois-ci. Cette fois-là. Ouais, on promet rien là. On va réfléchir. On va réfléchir à des films qui vont être moins clivants et on va complètement échouer. On va reparler de trucs clivants. Allez, sur ce, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté. Coupez vite.